des nanoparticules sur l'environnement. Et en parlant avec les gens de Michelin, tout leur art, c'est de disperser, parfaitement le noir de carbone, puisque le noir de carbone, c'est aussi des agglomérats de plusieurs microns, et pour que ce soit efficace, il faut qu'il soit parfaitement dispersé à l'échelon des particules nanométriques de 20 ou 30 nanomètres. Et même chose pour la silice. Et ça, c'est du savoir-faire, plus des physico-chimistes de l'utilisateur, donc de lavage, que des gens qui le fabriquent. Par exemple, dans le caoutchouc, on rentre des nanos, il continue à vivre. Le pneu est fabriqué à haute température. Est-ce que la nanoparticule continue à diffuser? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Alors, ce qu'on fait pour le diffuser, nous, par exemple, on vend des produits dans des matériaux plastiques, du polyamide, du polycarbonate et autres. Ce qu'on fait, c'est que d'une part, on fait une modification chimique de surface pour rendre les nanotubes de carbone compatibles avec la matrice. Et quand on fait cette modification, ça va avoir tendance à les écarter les uns des autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir on va rendre hydrophile, par exemple, une nanotube de carbone, en leur greffant des groupes hydrophiles. Et ça, le système stable, après, dans la matrice de polyamide ou polycarbonate, aura tendance à les disperser plus avec de l'apport énergétique. Et quand on les a dans l'air, ici, ils s'agglomerent instantanément. Enfin, en fonction du mouvement. Donc c'est un enjeu. Mais alors on va dire que les nanoparticules, enfin les particules de 1 ou 2 microns sont inhalables malgré tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça devient avec les tensioactifs qu'il y a dans la tranchée artère? Est-ce que ce tensioactif est disperse? On ne sait absolument pas le devenir de ces matériaux dans l'organisme, de la physico-chimie de ces matériaux dans l'organisme. Donc il y a très honnêtement beaucoup de questions. Et quand on ne sait pas répondre à nos questions, c'est un peu ce que disent beaucoup d'ONG à Bruxelles, nos data, nos markets. Comme vous ne savez pas tout sur tout, vous ne pouvez pas commercialiser. Donc comment trouver cet équilibre? Mais il y a beaucoup de choses qui sont quand même empiriques sur la distance. Beaucoup de savoir-faire au niveau des métiers applicatifs. Il y a un sujet que je ne vais pas aborder, c'est tout ce qui est les systèmes de protection individuelle, genre de pays. Là, je peux tenir pendant 3 heures. C'est juste résumé dans les 2 plaquettes de l'UIC et de la FSED. C'était juste une chose, c'est que la semaine dernière, au lieu de Spain, il y a eu une ANOSEC de 2010. Ah, vous y étiez, oui, c'est vrai. Et il y avait donc des choses qui ont été dites, comme quoi les EPI, les protections individuelles, type filtre et tout ça, donc, sont testées in vitro, quoi. Hein, et en fait, donc, on teste, on assure, dans l'ambiance, relativement asséchée, etc., que ça ne passe pas. Et on s'est aperçu que finalement, un filtre, quand il est plaqué au visage, il y a toute l'humidité et ça modifie son comportement. Et donc, du coup, maintenant, on en est à demander aux industriels, aux utilisateurs de ces EPI, d'avoir leurs propres règles de test de leurs propres EPI. Il n'y a pas de règles encore à ce niveau-là. Non, alors déjà d'une part, personnellement, et c'est ce qu'on recommande dans tous les trainings, c'est de favoriser les équipements de protection collectif. Les EPI, le simple masque anti-poussière est efficace à condition que la personne soit pas barbue, qu'elle ne transpire pas, et d'en changer toutes les heures ou toutes les 2 heures. Dès que le masque est un peu humide, il perd une partie de son efficacité. Donc ça a été éprouvé, ça a été oui. D'accord. C'est pour ça. Donc, en termes de protection, disons, industrielle, les équipements de protection collectifs sont recommandés, façon même. Je dirais même que nous, on les exige. On livre des poudres qu'il y a des clients qui sont équipés et audités en conséquence. Les autres n'ont droit qu'à des master batch, donc les nanoparticules déjà dispersées dans des matrices. Sur les nanotubes de carbone, il y a un avis du Haut Conseil de la santé publique qui recommande le confinement. Donc confinement en production, mais aussi confinement chez les utilisateurs. Alors votre question va plus loin, parce que toute personne faisant de l'usinage va générer des nanoparticules. On est tranquille, ce n'est pas les nanoparticules que nous on a introduites. Mais les nanoparticules par abrasion, attrition ou autre, on retombe sur les cancers des menuisiers, c'est le même problème.
Et quand un particulier fait du ponçage, même du perçage, du meulage chez lui, en dehors des lunettes, parce que ça encore, on peut avoir le réflexe des lunettes, mais le masque est indispensable, mais c'est les mêmes consignes, et on est sans doute beaucoup moins protégé que dans son milieu professionnel. Enfin, les EPI, notamment le masque classique, qui est efficace, oui, ça, il est efficace, mais quelques minutes ou dizaines de minutes. Hein. Au bout de 10 minutes. Oui, ça dépend du degré d'humidité. Si vous l'utilisez par temps chaud, d'une part, il faut qu'il soit parfaitement adapté, donc il ne faut pas le coller juste là. Et je vois que mon opérateur barbu, on était dans soit de se raser, soit d'échanger. La barbe, c'est la pire des choses pour porter un masque. Déjà, à l'armée, avec les masques à gaz, c'était pas évident. Donc, en cas vraiment d'inquiétude pour vraiment se protéger des nanos ou des microparticules, il vaut mieux avoir des systèmes de ventilation, enfin d'extraction d'air. Autre question? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de culture scientifique? Parce que là, en fait, quand on fait appel à plusieurs domaines et plusieurs échelles, vous parlez par exemple du mécanicien et du physicien. Si on est mécanicien, bon, on n'est pas trop habitué à ce qui se passe dans cette physique. Et à l'échelle, quand on parle de nanotechnologie, ce qui est valable à l'échelle nano n'est pas forcément valable à l'échelle macro. Il faut favoriser la discussion entre des gens de différentes disciplines. On n'est pas forcément formé pour ça parce qu'on est habitué à nos connaissances, nos domaines, etc. C'est pas évident ça. En France, on n'est pas du tout organisé comme ça. Non, les équipes nanotechnologiques aux États-Unis sont essentiellement transversales. Ouais. La France, le CNRS s'est réorganisé il n'y a pas longtemps en créant un institut de chimie, un institut de ceci, un institut de cela. Chacun travaille sur ses nanotechnologies. Moi, je sais que je l'ai critiqué ouvertement, mais rompre des vieilles structures, alors ils ont créé une structure de coordination transversale avec 3 ou 4 personnes. Mais pour être efficace en nanotechnologie, moi je prends les exemples américains ou même japonais, c'est uniquement des équipes pluridisciplinaires. Alors, associant même des philosophes, enfin des gens des sciences humaines et sociales. Vous voyez, moi je participe aussi à le seul projet nano dans les sciences humaines et sociales, j'y participe, c'est dans le cadre de l'ANR, c'est NanoNorma. Vraiment, c'est impactant de travailler avec des juristes, des sociologues et autres sur les nanos. Je peux vous dire que c'est adéquat. On n'est que 3 personnes d'Arkema, le médecin du travail, le responsable de la propriété industrielle, et puis moi, à nous être engagés là-dedans. D'une part, il y a la question de lexique, de se mettre d'accord sur les mots. Les modes de raisonnement sont différents. Au début, il y avait un choc. Maintenant, on a appris... C'est plus facile d'ailleurs pour nous scientifiques à nous approcher des gens des SHS que l'inverse. Là, je me rends compte quand même qu'on peut plus facilement comprendre, ou comprendre nos limites dans ce domaine-là que les gens des SHS. Il leur manque vraiment une base de culture scientifique très nette. Ça confirme aussi ce que j'avais vu pendant le débat public. Mais je vois le CEA, ces équipes travaillant sur les nanos, ont des philosophes. Vous avez Étienne Klein qui fait partie de l'équipe qui se mêle à ce genre d'approche. Et on nous pose des questions qui dépassent de très loin les nanotechnologies. Les nanotechnologies, moi c'est un peu ce que j'ai tiré. J'ai été scientifique scientifique et ingénieur pur et dur, avec une croyance dure comme du béton que la science et la technologie résolvaient tout. Maintenant, je suis rentré dans une phase de doute méthodique et systématique, en me rapprochant un peu des sciences humaines. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout des percées scientifiques, ou est-ce que le bonheur, c'est pas de s'arrêter un peu avant? Est-ce qu'on peut... Ça interpelle beaucoup, et en formation scientifique ou ingénieur, on n'a pas appris à réfléchir. C'est la matérielle, je ne suis pas philo. Donc, en sens inverse, on a peut-être besoin aussi d'être renforcé aussi dans ce côté-là. Par contre, je vois un impact quand même très fort de l'aspect réglementaire et juridique. Qui impacte notre vie quotidienne, que j'ai vu aux États-Unis, où le juridique l'emporte partout, où dès que vous faites quelque chose, il faut être sûr que vous n'êtes pas, que vous ne comprenez pas quelque chose, et il faut être en permanence accompagné par un lawyer. Je sens cette tendance très lourde venir en France. Dans le monde industriel, d'une manière générale, les nanotechnologies ne servent que de révélateurs. Et là aussi, dans les écoles où je tourne, il n'y a pas cette sensibilisation encore à ce côté, école d'ingénieur, cette sensibilisation à l'aspect législatif,
légales, l'impact des lois, des responsabilités sur nos actions quotidiennes. Enfin, actions quotidiennes des ingénieurs. Et les scientifiques aussi. Les scientifiques ont d'ailleurs été très interpellés dans le débat public. Enfin, quand le débat a pu se tenir, ils ont quand même été interpellés, certains se faisant traiter d'irresponsables par des organisations vertes. Ce qui leur a permis de répondre encore plus vertement, ce que je n'aurais pas pu en tant qu'industriel, vis-à-vis des organisations vertes. Donc on se rend bien compte qu'on a plusieurs mondes qui